Donc là maintenant c'est Kaveh Salamantian qui va nous parler. Il est professeur d'informatique à l'université Savoie-Mont-Blanc. Il est membre du laboratoire LITSIC et du centre géopolitique de la datasphère qui est du coup l'endroit où on s'est rencontrés. Donc Kaveh, je te laisse la parole. Merci beaucoup Pablo pour l'introduction. Donc je rajoute un petit peu des éléments sur mon background que je puisse un petit peu mieux pousser un peu mieux positionner mon intervention. Donc je suis informaticien pur jus. J'ai maintenant une trentaine d'années de boutique et j'ai travaillé pendant très longtemps dans les soutes, je dirais, des réseaux, dans les architectures de réseaux haut débit, à grande ampleur et autres. Et donc j'ai eu dans mes activités, j'ai déployé les premières infrastructures de mesure sur les réseaux il y a très longtemps de ça. Et puis, à partir de, il y a une quinzaine d'années, 17-18 ans, j'ai commencé à développer une impression qui, pendant très longtemps, était vue comme bizarre, qui était de dire que ce qu'on faisait en informatique n'avait pas seulement une signification technique et technologique, mais qu'il y avait une dimension stratégique et une dimension, je dirais, politique importante dedans. Et pendant très longtemps, mes collègues me regardaient avec des yeux bizarres en disant mais pourquoi t'as pas suffisamment de problèmes en informatique, t'es pas suffisamment bon en informatique pour aller essayer de travailler avec les autres. Et ce qui fait que même aujourd'hui, très fréquemment, dans mes CV, je ne mets pas cette dimension-là de mon activité parce que ça brouille un peu les pistes. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur le multidisciplinaire et sur les difficultés intrinsèques que ça a, alors que des questions comme la question de notre colloque aujourd'hui ne peuvent être traitées qu'en multidisciplinaire. Et donc, suite à cette observation, j'ai commencé un petit peu à me rapprocher aux collègues en géopolitique. Et donc, c'est pour ça qu'avec Frédéric Douzet, on a monté l'équipe Géode et d'autres collègues. Et donc, je continue à avoir une activité informatique pur jus, machine learning, cybersécurité et autres. Mais je m'intéresse aussi un petit peu à des questions sociologiques de l'ordre de qu'est-ce que ça signifie ce qu'on fait, d'un point de vue plus global. Alors, le numérique, Kesako, vous savez tous qu'est-ce que c'est que le numérique. On a tous une intuition de qu'est-ce que c'est que le numérique. Vous prenez aujourd'hui un petit enfant de 2 ans, 3 ans, vous lui mettez un journal devant les yeux, il va essayer de faire bouger la page en balayant avec le doigt, en ne s'apercevant pas que c'est du papier, qu'il n'y a pas un écran devant lui. Et donc, notre vie est je dirais, mangée par ce numérique, mais on peut se poser la question quelles sont les sources fondamentales du numérique et essayer de refaire un petit peu une analyse historique et en arriver en quelque sorte à un des avatars principaux du numérique qui serait aujourd'hui les crypto-monnaies. Donc, je vais faire un petit peu une analyse un peu plus rétrospective de qu'est-ce que c'est. Alors, comme vous le savez, nous sommes de grands singes. Il y a un certain nombre de milliers d'années, nous sommes descendus des arbres et nous avons créé des sociétés. Alors, on n'est pas les premiers à avoir créé des sociétés. Les singes aussi en ont créé. Et il y a la fameuse expérience de Dunbar, qui s'est posé la question suivante, est-ce qu'il existait une corrélation entre la taille du cortex cérébral et le nombre de personnes avec lesquelles on peut interagir socialement? Et on va s'apercevoir que la taille des familles de primates a une relation à peu près directe avec la taille de leur cortex cérébral. Et donc, si on utilise cette relation et on interpole, c'est-à-dire on extrapole, je m'excuse, sur l'humain, on va avoir une idée de l'ordre que l'humain a une capacité d'interaction sociale qui est de l'ordre de 150 avec une variance très grande, mais qui est de l'ordre de 150 personnes.
Et on a un certain nombre d'éléments, je dirais, en sciences cognitives qui valident ce propos. Par exemple, une des expériences classiques qu'on va faire en sciences cognitives, c'est qu'on va montrer à des personnes des photos et on va essayer d'évaluer le temps de réaction. Et on va s'apercevoir que quand on vous montre des photos, il y a un certain nombre de personnes que vous reconnaissez immédiatement. Et il y a un certain nombre de personnes, ça vous prend un petit peu de temps pour les reconnaître, donc ça veut dire qu'il y a un autre processus cérébral qui est mis en place. Et on va s'apercevoir qu'en moyenne, on est capable de reconnaître de l'ordre de 120 figures immédiatement. Le reste, on a besoin de toucher à notre mémoire plus profonde pour les reconnaître. Donc, ce qui a en quelque sorte une certaine évaluation de ça. Alors, on peut se poser la question, mais comment cela se fait-il que si la capacité mentale et la capacité, je dirais, cognitive de l'humain, c'est de gérer 150 relations, comment se peut-il qu'on ait des sociétés? Comment se peut-il qu'on puisse construire des choses qui sont beaucoup plus grandes? Comment se peut-il qu'on vive dans une ville? Et autres, puisque les autres primates n'ont jamais dépassé le stade de leur capacité cognitive. Alors, on va s'apercevoir qu'une des caractéristiques de l'humain, c'est ses aptitudes sociales et le fait de pouvoir faire société. Et on va se poser la question, si on regarde sur les primates, qu'est-ce qui fait société chez les primates? C'est-à-dire, quelle est l'action sociale principale que vont avoir les primates? Et se poser aussi la question de la façon suivante, de se dire, quelle est l'importance de cette activité dans toutes les activités qu'un animal doit mener? Un animal doit trouver à manger, doit manger, digérer, se reproduire et autres, et chacune de ces sources d'activité dépense une partie de son énergie. L'humain, on va s'apercevoir, pas l'humain, mais un certain nombre de primates, on va s'apercevoir que leur activité, l'une de leurs activités les plus énergivores, c'est l'activité sociale. Et cette activité sociale, chez les primates, ça s'appelle de l'épouillage. Et on va chercher des poux. On va se tripatouiller, se toucher, et on va passer un temps fou. Une bonne partie de la journée d'une famille de chimpanzés, c'est faire ça. Et l'humain, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il a la caractéristique qu'il va créer société, non pas en se cherchant des poux, mais en ayant inventé quelque chose qui est le langage. Donc c'est le langage qui fait aujourd'hui, qui donne la possibilité à une communauté d'humains d'interagir ensemble, et cette interaction permet en quelque sorte de faire société. En se parlant ensemble, qu'on va créer ces sociétés. Et quelle est la caractéristique du langage? C'est que le langage, en fait, permet l'émergence de concepts abstraits. C'est-à-dire, le langage permet, par le biais de l'introduction de concepts abstraits, de générer une communauté de personnes autour de ce concept abstrait, et donc derrière de pouvoir dépasser cette limite des 150 personnes qu'on a vues avec les mesures de Dunbar. Exemple, quand je parle d'une pomme, n'importe qui dans l'audience ici sait de quoi je parle. Mais aucun d'entre nous n'a la même pomme en tête. Donc ça veut dire que le concept abstrait pomme est un concept que tout le monde comprend, mais garde une certaine liberté pour chacun de concevoir sa propre pomme. Alors que dans une assemblée de singes, si on veut parler de pomme, il faut qu'on amène la pomme, on la mette au milieu, et on dise, c'est cette pomme-là que j'ai trouvée quelque part, et que vous pouvez retrouver en allant dans cette direction. En quelque sorte, la capacité d'abstraction de l'humain, elle va aller de pair avec... Donc la capacité d'abstraction permet une meilleure interaction, une meilleure collaboration, une meilleure coopération entre les humains. Mais en même temps, elle a un effet délétère, c'est qu'elle nous éloigne de plus en plus de la réalité. Puisque
entre la pomme telle que j'en parle et la pomme réelle, il y a une distance. Ce phénomène qui est sous-jacent à toute une série d'évolutions humaines, qui est de construire des concepts qu'on va utiliser pour interagir, pour communiquer, pour collaborer, au détriment parfois d'une réalité physique, c'est ce que moi j'appelle, je vais argumenter un petit peu plus tard, le numérique. Le numérique, en fait, c'est la suite de ce mouvement qu'on va avoir. Alors, un certain nombre des concepts abstraits et des concepts que nous utilisons dans notre vie de tous les jours sont totalement des concepts construits. Ce sont des concepts qui ont été construits pour faciliter une coopération, une interaction, pour répondre à un besoin de collaboration, un besoin social. Par exemple, le concept de propriété est un concept construit. Une académie de singes ne se voit pas comme propriétaire de quelque chose. Le concept de monnaie est aussi un concept construit par l'humain. Et de ce concept de monnaie, on a toute une série d'autres concepts qui apparaissent. Par exemple, la comptabilité ou le concept de dette vient de ce concept de monnaie. Et très fréquemment, on est dans un phénomène assez classique, en science d'ailleurs, c'est que très fréquemment, on a un besoin. Pour répondre à ce besoin, on va inventer, on va développer un concept, on va développer un modèle. Et à partir de ce moment-là, on va oublier quel était le phénomène de base auquel on s'intéressait, on va s'intéresser seulement au modèle. Les gens peuvent très bien passer leur vie à faire de la comptabilité sans jamais voir un billet de banque. Tandis que la comptabilité, c'est bien sur des valeurs numéraires que ça travaille. On peut parler de concept de monnaie sans se poser jamais la question de savoir est-ce que cette monnaie s'appuie sur quelque chose, alors que la monnaie est une création qui a été faite. Alors, si on regarde, il y a eu, c'est un sujet assez intéressant en anthropologie, comment la monnaie apparaît. Hein. Si on regarde les écrits d'Adam Smith, dans ses écrits même, il prend le temps de définir une histoire de la monnaie. En commençant en disant, au début, il y avait le troc, et puis ensuite, le troc, c'était pas facile parce qu'on ne savait pas comment échanger une peau de chameau avec du blé, donc on a décidé d'inventer la monnaie. Alors, ces concepts-là, on parle aujourd'hui de la monnaie parce qu'on s'intéresse à la crypto-monnaie, mais ce ne sont pas les seuls concepts. Par exemple, le concept de cadastre. La géométrie a été inventée pour résoudre un problème concret. Et ce problème concret était le problème que le Nil sortait de son lit et le pauvre agriculteur ne savait plus où était son champ après le retrait du Nil. Donc, on a inventé le concept du champ concret et du champ céleste. Le champ céleste, c'est le champ qui ne disparaîtra pas quand le Nil sortira de son lit. Et ce champ céleste, il est gardé par qui? Par le gardien du temple. Il est gardé dans le cadastre qui est dans le temple, et on va inventer la géométrie, en fait, pour représenter ce champ abstrait. Toutes les notions d'abstraction qu'on a en géométrie, de points, de lignes, d'angles et autres, sont liées au fait que ces concepts-là doivent ne pas être dépendants des impacts du réel, mais doivent être éthérés et totalement indépendants. De même, quand on regarde sur la société, on peut la considérer en partie comme une invention, en partie comme un besoin biologique, mais il y a toute une série de concepts comme la responsabilité limitée, la corporation. Dans son bouquin, donc Harari, dans son bouquin Sapiens, il va dire que l'invention ultime de l'intelligence humaine, c'est le concept de société à responsabilité limitée. Et quand on lit, ça a du sens, parce qu'il n'y a rien de plus abstrait que le concept de société à responsabilité limitée. C'est-à-dire, c'est une société qui est construite par quelqu'un, donc
Au début, il y avait l'expertise de cette personne qui a construit la société, mais après, cette société devient une réalité indépendante de la personne, la responsabilité est limitée, et on va parler même de notion d'incorporation. C'est-à-dire que la société est une coquille qui peut être incorporée. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle une société corporate. Et ça ramène aussi à toute une série de questions en philosophie politique sur la notion de roi, de corps du roi, de légitimité et autres qui sont toutes en relation avec ça. Si je veux même plus loin, il y a la philosophie aussi qui est quelque chose d'assez inventé. Si je prends de façon très concrète la vérité et l'analyse de Socrate de la vérité, Socrate va dire que la vérité est unique, donc c'est une réalité unique, et que cette réalité unique, notre compréhension interne et la compréhension externe du monde, en fait, doivent être en adéquation sur cette réalité. Et donc, il va dire que c'est tellement vrai que finalement, toute l'éthique que vous construisez, elle est sur cette adéquation entre les deux. Et donc, de ce point de vue, la philosophie nous donne en quelque sorte un moyen de repère de comment relier le concept qui est, je dirais, éthéré et sans contrainte à la réalité qui est, elle, contrainte par les besoins du monde réel. Alors, j'aimerais un petit peu étoffer ça parce qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes en relation avec notre sujet. L'écriture. Quels ont été les premiers écrits qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a découverts? C'est des écrits de compta. C'est de la compta. C'est-à-dire, on a inventé l'écriture pour juste gérer le problème de j'ai du blé que j'ai récolté en été, je vais le stocker quelque part et il faut que vous me le rendiez en hiver. Et donc, même les premières lettres qui sont utilisés, en fait, c'est des symboles représentant des éléments agriculturaux. Donc, la position de la notion de valeur économique de la monnaie n'est pas anodine dans l'histoire de l'humanité, puisque, grosso modo, c'est la source même de l'écriture. Alors, bien sûr, on n'est pas resté seulement à faire de la compta. On a fait autre chose. Mais à la base, ce qui a motivé les humains à se dire on va essayer de normaliser les choses et on va essayer de tomber d'accord sur un symbole ou quelque chose qui va me permettre de représenter le concept de dette sur quelque chose de transmissible, c'est... Et donc l'exemple est assez intéressant, la lettre A, son historique, c'est qu'à la base, c'est un hiéroglyphe qui montre une vache avec 2 cornes. Et cet hiéroglyphe va devenir dans une version, on va le schématiser et on verra plus le bœuf, on verra juste la forme de la tête avec les 2 cornes. Et puis ensuite les Grecs vont le tourner et les Romains vont encore le tourner. Et donc on va avoir A. Donc à la base, notre alphabet de tous les jours est en fait quelque chose qui était utilisé pour représenter une certaine possession de quelque chose qui, du fait qu'on représentait cette possession de façon abstraite, devenait monétisé. Alors, quelles sont donc les racines conceptuelles de la révolution numérique? Les racines conceptuelles de la révolution numérique, c'est que l'humain est une machine à créer des concepts. Ces concepts peuvent être transmis, peuvent être manipulés par le biais du langage. Mais si je veux aller plus vite que le langage, aller plus vite que l'explication humaine, je vais petit à petit, avec l'émergence de nouveaux moyens de calcul, je vais commencer à utiliser des moyens de calcul pour manipuler ces concepts. L'ordinateur et l'informatique, aujourd'hui, c'est une formidable machine
à création de concepts et de manipulation de ces concepts. Mais je reviens à ce que j'ai dit initialement. La création des concepts vient de pair avec une coupure avec le réel. C'est-à-dire, pour être efficace et capable de manipuler rapidement les concepts, il faut que vous les rendiez de plus en plus éthérés et de plus en plus abstraits. Et donc, il y a une espèce de contradiction à avoir un système informatique et un système en relation avec le réel, puisque la logique du système informatique va aller à l'encontre de la logique du réel. C'est ce que moi j'appelle très fréquemment des conflits de rationalité. Du moment que vous avez un système informatique quelque part, vous avez la logique intrinsèque de l'informatique et la logique du monde réel, et ces deux logiques, du fait qu'elles existent et qu'elles sont deux, va générer des conflits de rationalité à un certain moment. Et c'est le rôle de la société de gérer ces conflits de rationalité. Et n'importe quel avatar informatique que vous allez créer va avoir à gérer ces conflits de rationalité. Donc, les concepts numériques vivent dans le monde virtuel, mais en fait, s'ils ne vivaient que dans le monde virtuel, ils n'auraient aucun intérêt. En fait, leur intérêt est que parce qu'ils interagissent avec le monde réel. Et dans ce cadre-là, la question de la véracité, telle que l'a définie Socrate, devient essentielle. Puisque vous avez un monde de concepts qui bouge à la vitesse de l'ordinateur et un monde réel qui est sous les contingences du monde réel. Et donc, le numérique, en fait, est en train de faire la relation entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cette relation? Se pose la question de l'épistéméologie de cette mise en place de relation, et c'est ce que fait principalement la philosophie. Et du fait que vous allez avoir ces deux rationalités qui vont être construites, vous vous retrouvez confronté à une question de bénéfice-risque. D'un côté, plus de coopération, plus de productivité, plus d'efficacité numérique. D'un autre côté, moins de contact avec le réel. Alors, j'aimerais un petit peu aussi revenir un peu à des choses un peu fondamentales. Comme vous le savez, les mythes sont plus importants que la réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne croit, n'est animiste. Personne ne croit que telle pierre ou tel élément de son environnement a un impact sur sa vie. Cet élément-là, il a un impact sur notre vie. On continue à être animiste. On ne croit plus aux pierres, je dirais, de taille noire, mais on croit à ce que va nous dire notre smartphone. La relation que nous avons avec notre smartphone n'est pas une relation très éloignée de la relation que peut avoir un animiste dans une forêt amazonienne. Donc, les mythes et les légendes sont aujourd'hui les éléments fondamentaux qui expliquent encore le monde dans lequel on vit, en particulier le numérique. Par exemple, l'un des mythes fondateurs, c'est le mythe, la légende de Gilgamesh. C'est quoi la légende de Gilgamesh? C'est déjà ce premier écrit non comptable qu'on connaît de l'histoire. Et la légende de Gilgamesh, c'est l'histoire de ce roi qui va aller à la recherche de l'immortalité. Donc ça, c'est le vieux mythe de l'eau de jouvence. Mais l'épopée de Gilgamesh a quelque chose, un spin à la fin, qui est très très intéressant, qui est de dire Gilgamesh va trouver l'eau de jouvence, mais ne va pas la boire. Il trouve l'eau de jouvence, et au moment de la boire, il se pose la question, mais si je la bois, est-ce que je resterai humain? Non, je ne serai plus humain. Donc, je ne vais pas boire l'eau de jouvence, je vais retourner dans ma bonne ville d'Our où j'étais le roi, et je vais mourir comme mendiant à la porte de cette ville. Pourquoi? Parce que mon humanité est plus importante que le bénéfice que je peux gagner. Et donc, si vous regardez aujourd'hui toute une partie du transhumanisme, on est en plein dans l'épopée de Gilgamesh, mais avec une réponse différente. La tour de Babel,
ou la Pythie de Delphes aussi, c'est des choses qui sont en relation avec des utopies et des mythes. Quel est le rôle de la Pythie de Delphes? Le rôle de la Pythie de Delphes, c'est de surmonter l'incertitude du monde. Et donc, la Pythie de Delphes, d'ailleurs, doit être dans un environnement sacré, elle doit se mettre sur un trépied, sur un pied, et professer le futur. Aujourd'hui, la relation qu'on a avec l'IA n'est pas très éloignée de la relation qu'avaient les Grecs avec la Pythie de Delphes. C'était à peu près du même ordre. Alors moi, j'appelle ça l'aruspicine. L'IA est l'aruspicine du monde contemporain. L'aruspicine, c'était une science qui existait dans les temps anciens où on regardait les entrailles d'un mouton et on prévoyait l'avenir. Et les personnes qui regardaient les entrailles d'un mouton et prévoyaient l'avenir passaient des années dans de grandes universités, dans de grandes facs. Du moment, c'était le grand temple, pour apprendre cette science unique, incompréhensible pour le commun des mortels, de prévoir le futur en regardant les entrailles d'un mouton. Donc, le numérique est un compromis entre liberté et coopération, c'est faire le compromis entre la précision et l'unicité de l'expérience. Et donc, voilà. Passons maintenant, rapprochons-nous un petit peu plus au sujet qui nous intéresse. Le numérique est basé sur le concept d'information. Alors, on peut se poser la question, mais quelle est la valeur économique de la donnée ou de l'information? Première observation, nous allons voir que sur les 20 dernières années, l'économie du numérique a pris une part extrêmement importante dans la création de valeur. Donc on peut se poser la question de pourquoi? Qu'est-ce qui a été... Alors l'une des caractéristiques de la donnée, c'est qu'elle ne peut pas être analysée par une approche classique théorique en microéconomie, puisque la microéconomie s'intéresse à l'analyse des ressources rares, finies et rares, qu'on peut partager. Alors que par la loi de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, l'information, l'entropie qui est la source de l'information, est infinie. Donc elle n'est pas rare. Comment est-ce qu'on peut réussir à rentrer cette information dans un cadre théorique explicable? Alors, il y a plusieurs approches, et je parle sous le contrôle des économistes que j'ai dans l'audience. Il y a un premier modèle qui est ce qu'on appelle le modèle de l'initié, qui on appelle aussi, c'est le modèle qu'a développé Alvarian, le fameux chief économiste de Google, qui est aussi un chercheur en microéconomie connu, qui va dire que la valeur de l'information, c'est ce qu'on peut en retirer sur le marché. Si j'ai cette information, combien je peux gagner d'argent en l'utilisant sur le marché? C'est pour ça que moi je l'appelle le modèle de l'initié. En fait, c'est le délit d'initié. Le problème de cette définition, c'est qu'il n'est pas opérationnel. Tant que vous n'avez pas utilisé l'information, vous ne savez pas combien elle vaut. Deuxième modèle, c'est de dire que finalement, si vous regardez la théorie microéconomique et la théorie de l'équilibre en microéconomie, vous avez un équilibre entre la demande et l'offre, et cet équilibre entre la demande et l'offre a un paramètre de couplage. Ça a juste une valeur mathématique, c'est une pente qui est le prix. Donc, l'information que vous avez vous permet d'estimer le prix et de trouver le prix qui vous permet d'arriver à l'équilibre. Donc, dans ce modèle-là, la donnée n'a qu'un rôle mécanique. Le prix n'a qu'un rôle mécanique dans le fait d'arriver, la valeur n'a qu'un rôle mécanique dans le marché. Troisième approche, elle est basée sur la théorie des jeux. Donc on va supposer qu'on est dans un jeu ou à somme nulle ou non, entre des acteurs. Et en fait, le fait d'être capable de prédire le comportement de son adversaire me permet d'avoir un gain et donc de sortir généralement du dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, il est lié au fait que nous avons une incertitude sur le comportement de notre adversaire ou de notre compétiteur. Si nous n'avons pas cette incertitude, il n'existe plus de dilemme du prisonnier. Donc, une autre valeur de l'information, c'est
qu'est-ce que va me ramener en réduction de l'incertitude de mon action? L'information. Et on arrive à la dernière vision qui est de dire que, en fait, la monnaie, la valeur, ce n'est que de l'information à l'état pur. Ce n'est rien d'autre. Quand vous dites que le prix de quelque chose, la valeur de quelque chose est 10 €, en fait, vous êtes en train d'annoncer au monde entier que l'information, comme quoi je considère que la valeur de ce truc-là que je veux vous vendre est de 10 €. Et donc, il n'y a pas besoin que cette valeur soit adossée à quelque chose. C'est une information que je peux traiter, que je peux mélanger, que je peux combiner. Et en quelque sorte, la base fondamentale des crypto-monnaies, elle est là. La crypto-monnaie n'a pas besoin de se baser sur quelque actif que ce soit. Elle se justifie en elle-même sous forme d'une information. Et donc, sa valeur n'est que de l'ordre d'une information. Alors, cette information, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable? On ne se pose pas du tout la question. En particulier, l'une des caractéristiques fondamentales que va avoir l'information et la monnaie, c'est le concept de liquidité. Donc, la monnaie et l'information ont du sens si elles sont liquides. D'ailleurs, je peux la découper en morceaux, et l'information, on peut la découper en morceaux. Parce que l'information, on peut toujours la décrire sous forme d'un ensemble de questions, oui, non. C'est ce qu'on appelle la binarisation. Et l'argent a de valeur que s'il est liquide, c'est-à-dire je peux le transformer immédiatement en valeur et l'utiliser. Or, nous savons par exemple que des éléments comme le Bitcoin ne sont pas liquides. Pourquoi? Parce que le temps d'échange peut aller de quelques minutes à plusieurs jours, en fonction de la charge que vous avez sur le réseau. Donc on est sur quelque chose où la liquidité dépend non pas de la monnaie, mais de la charge qu'il y a. Et donc, automatiquement, vous transférez la valeur de la monnaie qui à la base était une croyance sur sa validité, ou sur sa valeur, ou cette information pure, en capacité de pouvoir avoir le système qui permet de rendre cet argent liquide, en puissance de calcul. Et donc, nous avons une ruée vers l'or qu'on a pu constater ces dernières années avec les crypto-monnaies. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de cette géopolitique et de cette ruée vers l'or. Premier exemple, c'est la Chine. Donc la Chine, jusqu'en 2017, faisait jusqu'à 80% de toutes les transactions. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, l'État chinois est intervenu, interdit. Et là, vous voyez, là, la courbe, elle est très, très visible. Je vous donne un autre exemple qui est un plan que j'adore, que j'aime beaucoup, qui a été fait par mes collègues à Géode, qui s'appelle du goulag au data center. Ça pourrait s'appeler du goulag aux crypto-monnaies. Alors, sur cette map, ce que vous voyez, c'est, là, vous voyez le trajet du transsibérien, le train. Et c'est sur ce trajet que des fibres optiques aussi sont installées. Et vous allez regarder ici les petits losanges bleus que vous voyez, c'est tous ces projets de data center qui pour la plupart sont cofinancés par la Chine et la Russie et qui vont contenir d'une part du stockage de données, mais aussi de la crypto, des fermes de crypto. Et tous ces losanges bleus sont à côté de demi-cercles jaunes, et les demi-cercles jaunes sont des barrages. Et puis on est en Sibérie, donc il fait froid. Donc pour réduire la température. Donc ça, c'est un autre exemple de la géopolitique de la crypto-monnaie. Troisième exemple que je vais vous donner, c'est El Salvador. Et je vais vous donner une séquence. El Salvador, 2021. Quelle est la monnaie du Salvador? Le Bitcoin. Il y a toute une discussion autour de ça. Ensuite, 2024,
Début 2024, février 2024, au Salvador, le Bitcoin comme monnaie nationale est un échec. Et puis, au mois de novembre, là, on voit bien qu'il n'y a plus aucune rationalité. Là, on est sur des montagnes russes. Le pari fou d'El Salvador a fini par payer. 2 jours après, pressé par le FMI, El Salvador serait prêt à lâcher ses bitcoins. Il y a 2 heures, le Salvador signe un accord stratégique avec l'Argentine. Ça date de 10 heures du matin aujourd'hui. Et l'Argentine, c'est pas anodin. El Salvador, vous savez qui sont les gouvernements qui contrôlent ces 2 pays. Je vais rajouter à ça, le bazar s'en mêle. L'essor du Bitcoin en Iran, une réponse à l'inflation et à la répression. Iran-Israël, le Bitcoin chute de près de 10 000 $ juste avant le halving Bitcoin, donc la date où... Et nouvelle d'il y a 2 jours, l'Iran va finalement réguler les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on est confronté au niveau des crypto-monnaies à un imaginaire qui en même temps, cet imaginaire n'est pas inattendu. Comme je l'ai dit, les problèmes que nous voyons aujourd'hui avec le Bitcoin ou avec toute une série d'autres choses ne sont pas des bugs. Ce n'est pas des choses où on a mal fait les choses et on aurait pu mieux faire. Non, c'est la caractéristique du numérique qui est de couper la relation qu'on peut avoir avec le monde réel. Et le Bitcoin est un très très bon avatar de cette perte de relation. Alors, beaucoup diront, ce n'est pas le premier. Les accords de Bretton Woods ont complètement coupé la notion de monnaie à l'or ou à n'importe quelle valeur. Je dirais même la pratique de la macroéconomie ces 100 dernières années. De ce point de vue, pour moi, le bouquin le plus parlant de ça dans la littérature française, c'est L'argent de Zola. La pratique de la microéconomie a complètement coupé la relation entre l'argent et... Bon, donc voilà. Pablo me signe que j'ai dépassé mon temps et il a totalement justifié. Tout simplement pour dire que tout ceci, c'est des travaux multidisciplinaires. Nous avons de grosses difficultés à faire du multidisciplinaire parce que c'est pas facile. En début de carrière, c'est même casse-gueule. Un luxe que je peux avoir moi à mon âge. Et toutes ces questions-là nécessitent vraiment un travail multidisciplinaire pour réussir à démystifier les choses. Je salue le travail qu'a effectué Pablo en démystifiant les parties techniques du Bitcoin, en montrant qu'il n'y a pas grand-chose derrière, mais aussi il y a besoin aussi de remettre ça dans un contexte un peu plus général, en particulier sur l'histoire de l'économie, l'histoire de la monnaie, mais aussi dans sa place dans l'économie réelle, et donc de cette façon de s'apercevoir tout d'un coup que finalement, ce n'est ni nouveau. Le crash de la tulipe noire en étant un exemple, du bulbe de tulipe en étant un exemple, et en essayant de remettre ces gens qui parlent de technologie à Bitcoin en disant que c'est nouveau et comme la nouveauté est toujours bien... Non. On est dans des choses qui ont déjà été inventées et qui n'ont pas marché. Voilà, ceci finit mon intervention. Merci.